Normalement, on passe au topo sur l'hépatite C. Que reste-t-il à faire? Alors, effectivement, il reste des choses à faire. Donc, c'était Juliette Pont, qui aujourd'hui travaille en binôme, à chaque fois d'avoir un topo et un militant. C'était Yazdan Paname, je ne sais pas si vous avez Yazdan. Donc, c'était Yazdan et Juliette après, c'est ça? Donc, M. Yazdan Paname, c'est un monsieur qui aime à rappeler qu'il était gastro de formation, l'hépatite qu'il connaît. Après, il est parti à bosser sur. Je t'ai balancé là. Après, il est parti sur le monde du VIH et il a énormément apporté dans sa compréhension, et c'est dans ce que je disais tout à l'heure, de solidarité Nord-Sud qu'il faut absolument mettre en place au-delà du VIH. Et maintenant, on compte énormément sur lui pour nous transmettre tout ça à travers le poste qu'il a accepté de prendre auprès de la NRS, dans lequel nos représentants sont là. Merci Yazdan de nous donner ta version sur qu'est-ce qui reste à faire pour l'hépatite C. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, alors merci d'abord pour votre invitation. Je suis aussi désolé, hein, franchement, je pense que dans ce temps de… Alors, je ne peux pas dire post-Covid, parce qu'on est encore dans le Covid, mais je suis persuadé qu'il faut recommencer à se voir, même si en ce moment c'est compliqué. Et donc, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui et de faire ça par visio. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Bien sûr, tout ce que vous faites, votre association, le partenariat qu'on a est extrêmement important pour l'agence ANRS Maladies infectieuses émergentes. Alors, première chose, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais vous m'aviez dit hépatite C, que reste-t-il à faire? Moi, j'ai un peu élargi. J'ai mis hépatite virale, que reste-t-il à faire? Je sais que la journée d'hépatite B, c'était hier, mais il y a aussi l'hépatite delta, donc j'ai un peu élargi là-dessus. Deuxièmement, je pensais qu'en début de ma présentation, ça serait bien quand même, comme je ne l'ai jamais fait chez vous, de présenter un peu la nouvelle agence avant de revenir sur qu'est-ce qui reste à faire. Alors, en fait, la nouvelle agence autonome de l'INSERM sur le VIH, hépatite virale, infection sexuellement transmissible, la tuberculose, mais aussi les maladies infectieuses émergentes, a été créée en janvier 2021. Et c'est un rapprochement de l'ANRS historique et de Reacting pour répondre à une exigence d'une meilleure coordination de la recherche dans le champ de l'infectieux et des émergences. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaillait déjà avec François Dapis, je dois dire avant la crise, mais avec la crise Covid, on a vu l'importance de cette évolution naturelle de l'agence, tout en gardant premièrement sa philosophie sur laquelle on va revenir et ses thématiques premières. Donc, je redis, parce que puisqu'on est en train de remodeler un peu les choses, il est important de dire que cette nouvelle agence, comme l'ancien, ce n'est pas qu'une agence de financement, c'est aussi une agence d'animation, coordination et d'évaluation de la recherche. Le périmètre, je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus. Simplement, je vais vous dire que l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'impulser et d'écouter. L'objectif, c'est d'être à la fois top-down, mais à la fois de rester à l'écoute des chercheurs, de coordonner pour ne pas dupliquer. L'idée, c'est par ailleurs de toucher, comme ça a été déjà fait dans les NRS historiques, l'ensemble des domaines scientifiques, l'ensemble des champs thématiques, et peut-être aller sur des approches intégratives comme le One Health, qui sont moins d'application dans le VIH et l'hépatite, mais qui pour les maladies émergentes, c'est vachement important. C'est aussi l'idée d'aller, j'ai entendu ce que vous avez dit au début, hein, de ne pas avoir de limites géographiques ou populationnelles et d'essayer de proposer
quelque chose autour de santé globale. Donc, je vous ai dit, une agence d'animation, d'évaluation, avec des soutiens structurants et des appels à projets, ou bien sûr le rôle des associations de patients, le rôle de la société civile est extrêmement important. Au cours de l'année qui vient de passer, on a fait 3 choses. La première chose, c'est que le champ de l'agence étant plus large, il fallait premièrement remodeler l'organisation. Ce qu'on a fait, on avait déjà dans l'agence la recherche fondamentale, la recherche clinique, la pharmacovigilance, la recherche en santé publique. On a ajouté, parce qu'on a vu au cours de cette crise que c'est une des problématiques, hein, c'est l'absence de cette articulation entre la recherche et l'innovation et qu'il fallait vraiment essayer d'impulser plus l'innovation. Donc, on a vraiment essayé de renforcer cet axe-là. Et on a deux départements qui sont plus transversales, stratégie et partenariat et soutien structurant. Donc, là, c'est les gens, pour que vous connaissiez leur tête, un certain nombre vous connaissez, d'autres sont arrivés. On a par ailleurs maintenant un directeur adjoint au sein de l'agence, mais vous dire que la NRS historique était une 60aine de personnes et là, actuellement, on est à 120 personnes. Et on va peut-être un peu encore augmenter, mais juste pour vous dire que pour répondre à cette nouvelle augmentation, il fallait, d'augmenter le nombre de gens. 2, ça c'est le plus important, probablement, c'est d'essayer de trouver des ressources. La crainte que vous aviez tous, c'était qu'on aille, et nous aussi, piquer sur les moyens historiques. Eh bien, normalement, et je suis beaucoup plus confortable pour dire que ça n'arrivera pas, en tout cas, avec nous, ça n'arrivera pas. Le financement historique de l'agence sur les VIH et hépatites, c'est de l'ordre de 40 millions d'euros. Ça sera resté. Pour les maladies émergentes, on est allé rechercher 80 millions d'euros dans le cadre d'un plan prioritaire de recherche sur les maladies infectieuses émergentes, qui est très, très bien avancé. Il va y avoir une recherche clinique. Pour la recherche clinique, il va y avoir un PHRC, maladies infectieuses émergentes, probablement. Et ça, c'est annuel, 10 millions d'euros. Et on va aussi, ça a assez bien avancé, j'espère, d'avoir une somme assez important et répétée dans le temps autour de recherche dans le Sud. Ce qui fait que, vous voyez, l'idée, c'est qu'on va avoir en plus les 40 millions d'euros par an de l'ANRS historique, 40 millions d'euros en plus pour les maladies infectieuses et émergentes, sachant que, attention, pour l'instant, ce n'est pas pérenne. Donc, la lutte continue pour essayer de conserver cette somme-là. Donc, 1, embaucher les gens. 2, essayer de trouver les financements. Donc, on est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Et 3, essayer de placer, parce que la NRS actuellement ne peut pas accueillir 60 personnes. Donc, on va déménager. On va déménager. Alors, c'est au niveau de Paris 15e, ici, les Moulineaux. C'est à 8 minutes de métro Ballard. Et ça, c'est pas le même endroit, c'est pas aussi central, c'est pas très loin non plus. Et surtout, on va avoir un cadre où vous allez pouvoir venir qui est beaucoup plus important pour nous accueillir. Donc, voilà ce qu'on a fait. Et après, parallèlement, on a commencé à travailler sur la stratégie de l'agence. Et ça, c'est là où je rejoins la thématique que vous m'avez demandé de traiter. L'idée, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire au sein de l'agence, surtout quand maintenant notre portefeuille est élargi. Et il faut absolument, à vouloir faire tout,
c'est pas bon. Il faut absolument qu'on ait des priorités de recherche. Et en particulier sur les hépatites virales, il faut qu'on ait des priorités de recherche. Et alors, c'est là où, pour l'instant, c'est toujours des choses qu'on travaille. Votre rapport, d'ailleurs, c'est très important. Et donc, l'idée, c'est quelles sont les priorités de recherche sur les hépatites virales et que reste-t-il à faire? Donc, on a fait quelques réunions avec les chercheurs et il y a un certain nombre de choses qui sortent d'une manière générale quand on est en train de déterminer finalement la manière dont on va répondre à ces questions ou globalement les collaborations internationales. Et je reviens, j'ai vu que vous l'avez dit au début, c'est très important. L'Europe est très important. Le lien et le continuum de recherche est très important. Le drug discovery, alors c'est pour ça que j'ai élargi pour l'hépatite C, ce n'est pas très important, mais pour l'hépatite B et pour l'hépatite delta reste important. L'approche populationnelle, à mon avis, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et pour l'hépatite C, ce n'est pas à vous, mais même pour l'hépatite B, ce n'est pas à vous que je vais expliquer les choses et on verra. L'organisation de soins, c'est probablement quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. C'est un de nos problèmes. La crise a montré que c'est un de nos problèmes. Et notamment tout ce qui est l'articulation avec la médecine générale, la médecine de ville, l'hôpital, etc. C'est vraiment des choses qui sont importantes. Alors, à partir de là, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les priorités? Alors, premièrement, je pense qu'il faut qu'on aille vers l'élimination. Vous le savez, il faut vraiment le mettre en avant. Le B, le delta et le C. Et pour ça, en particulier pour le C, c'est le dépistage et l'accès au traitement. Pour le B aussi, la prévention, mais je pense que pour le B aussi, pour le C aussi, il y a la prévention. Et là, vraiment, je pense que pour ce qui est prévention et dépistage, il faut mettre en place des stratégies innovantes. Je pense que la COVID, alors on sait tous les choses qu'il faut rattraper sur le dépistage notamment, et je pense que la COVID nous amène beaucoup de choses, là pour le coup, pour essayer de mettre en place des stratégies innovantes, mais également pour l'accès aux soins. Et alors, tout ça, c'est autour de l'organisation d'un système de soins pour lesquels, en termes de recherche, on n'est pas très fort en France. Et je pense vraiment que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et c'est des éléments très importants, notamment dans l'hépatite C, où on a déjà des médicaments pour essayer d'arriver vers l'élimination. Ce n'est pas parce que je parle devant des associations, mais l'autre point, que dans le VIH, on a fait beaucoup aussi, que dans la COVID, on n'était pas bon, et que dans les hépatites, il faut faire vraiment, c'est tout ce qui est autour de l'empowerment des populations. Vraiment quelque chose d'important. Alors, pour essayer un peu de faire maintenant, pour chacun des pathologies, pour l'hépatite B, donc c'est vraiment avec ces outils, etc., améliorer le dépistage. La question qui se pose malgré tout, c'est l'élargissement des indications de traitement. L'idée d'aller vers, qu'on a tellement parlé d'aller vers pour la COVID, aller vers les populations et avoir des marqueurs de guérison. Pour l'hépatite C, on est un peu sur les mêmes thématiques. Améliorer le dépistage, c'est un vrai problème, notamment dans des populations prioritaires où vraiment il faut aller vers les populations prioritaires. Et on pense que, de nouveau, l'utilisation des nouveaux outils, c'est extrêmement important. Même chose autour d'hépatite D.
où vraiment, y compris dans les grands services universitaires, il faut améliorer les dépistages, des cohortes de patients qui sont suivis et traiter un plus grand nombre, parce que là, vraiment, il n'y a pas grand monde qui est traité. Donc ça, c'était tout ce qui est autour de stratégies un peu autour de santé publique, de prévention, dépistage, accès soins et empowerment des populations. Autour de HPV, bien entendu, il faut absolument pousser les programmes de HPV Cure et essayer de trouver ces nouvelles cibles thérapeutiques, être ambitieux. Et l'agence va mettre des moyens, c'est déjà en place là-dessus. Enfin, il y a un point qui est transversal à l'ensemble des hépatites. C'est que faut-il faire après le contrôle virologique? L'agence n'était peut-être pas assez impliquée sur cette thématique parce qu'il s'agit d'une thématique qui n'est pas une thématique forcément infectieuse. Mais après avoir travaillé avec les chercheurs, on pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus actif sur tout ce qui est suivi après le contrôle virologique, notamment pour la prévention de cancer au cours des hépatites virales. Il faut qu'on travaille sur l'impact des comorbidités. Il faut peut-être lutter contre ces comorbidités, mais il faut aussi mieux comprendre la carcinogenèse pour le mieux prévenir, mieux dépister et mieux traiter. Et ça, maintenant, on va le placer. Là, vous voyez à peu près les thématiques fortes de l'agence autour des hépatites. Les hépatites, des thématiques qui vont, je vais revenir à la fin, hein, qui vont être affichées parce que c'est pour nous des choses qui restent à faire pour essayer d'avancer. Alors, au début, j'ai parlé de l'international. Je pense qu'une des choses qu'il faut vraiment qu'on fasse, c'est que, contrairement au VIH, vous l'avez dit au début, tout ce qui est autour des hépatites, on a été, je dirais, la prise en charge des patients dans les pays à ressources limitées est moins bien avancée. Et il faut que là aussi, ça fasse partie de nos priorités pour l'avenir. Ça fait partie vraiment des choses qui restent à faire. Il y a une vraie différence entre le Nord et le Sud. Et il faut vraiment qu'on le prenne en charge. Donc pour ça, on va continuer, pour finir sur l'agence, à faire nos appels à projets annuels avec maintenant des thématiques probablement prioritaires. Et on va probablement aussi avoir des appels à projets spécifiques autour d'un certain nombre de thématiques. Par exemple, il n'est pas exclu de dire on fait un appel à projet sur suivi post-viral, post-éradication virale ou sur une autre thématique pour essayer vraiment d'amener les gens et faire comprendre aux gens qu'il faut qu'on y aille là. Et on va faire bien sûr toute l'animation autour de ça. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Encore merci pour votre présentation et en espérant qu'on pourra, comme avant et encore plus qu'avant, travailler ensemble dans le futur. Merci beaucoup. Merci Yazdan pour cette présentation. On va passer la parole à Juliette Pons qui va nous présenter une expérience intéressante d'être allé dans l'allée verte pour finir ce travail, d'aller trouver les patients les plus précaires et qui sont en dehors de notre système de soins pour nous en France. Et puis après, on aura une séance questions-réponses. Merci Juliette. Merci. Donc, Julien, tu passes les diapos, c'est ça? Donc, oui, moi, je vais vous parler d'une action qu'on fait en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le road trip. Comment? Là, c'est là? Ouais. Je veux bien la diapo suivante. Donc, en fait, ce n'était pas une stratégie délibérée et calculée quand on est parti sur le road trip.
c'est venu progressivement. Au départ, on a d'abord fait des formations TROD à des personnes d'Aix-Sapa et des Carrudes de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça nous a permis aussi de rencontrer toutes ces personnes qui travaillent dans ces structures addicto. Et de là, derrière, il y a eu chaque année, le Forum national a lieu dans une ville différente. Et en 2018, il avait lieu à Dijon. Et nous, avec l'équipe de SOS Hépatite Bourgogne-Franche-Comté, on s'est dit, on a envie de faire quelque chose la veille du forum pour un petit peu lancer le forum. Et on a proposé à un groupe sympa de Dijon, la CEDAP, de venir chez eux et de leur proposer une aide au dépistage, c'est-à-dire des TROD et également du fibroscan. On n'avait pas encore le gène expert à cette époque-là. La diapo suivante. Donc, comme on a vu que ça a bien marché, cette action la veille du forum, on avait même eu pas mal de retombées. On a eu un article dans le journal local, on avait vu France 3 Bourgogne qui avait fait un reportage et tout. On s'est dit, pourquoi pas aller plus loin et proposer un road trip épatant donc, à toutes les structures de Bourgogne-Franche-Comté. Mais bon, on ne savait pas du tout comment allaient répondre les structures. Donc, on a regardé la carte de Bourgogne, on a un petit peu identifié toutes les structures possibles. On leur a envoyé un mail, on leur a proposé de passer chez eux et de faire du dépistage, donc des TROD, le fibroscan. Et là, on voulait à tout prix avoir le gène expert. Parce qu'on nous avait proposé les buvards, mais nous, on a dit non, ce qu'on veut, c'est pouvoir dépister dans un même temps, faire un TROD s'il est positif, pouvoir vérifier s'il y a présence du virus, et ensuite faire un fibroscan et pouvoir envoyer au traitement simplifié si c'est possible, quoi. Et puis, on a été les premiers surpris quand on a balancé nos 15 jours, les dates du road trip. Le planning s'est rempli hyper vite. Donc, on a essayé de monter un circuit cohérent pour pas aller d'un bout de la région à l'autre et revenir le lendemain. Donc, on a réussi à faire un circuit à peu près cohérent. Et voilà, de là est parti le premier road trip. Je vous donne la diapo suivante. Donc là, c'est un petit peu les généralités, donc tout le monde le sait. Les traitements aujourd'hui contre l'hépatite C guérissent très bien. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, ils sont minimes et ils sont assez courts. Et aujourd'hui, si justement la fibrose n'est pas trop importante, il n'y a même pas besoin d'aller voir le spécialiste. N'importe quel médecin ou addictologue peut prescrire le traitement. Donc, on s'est aperçu que cette population chez les usagers de drogue, ils adhéraient bien à ce genre de dépistage. Parfois, ils n'aiment pas trop faire des prises de sang parce qu'il y a un circuit veineux qui est un petit peu esquinté. Et c'est vrai que le TROD ou le gène expert, c'est une petite piqûre au bout du doigt. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils adhèrent bien à ce mode de dépistage. Je vais bien à la diapo suivante. Alors, donc, le premier road trip, vous voyez, on s'est pas mal baladé dans toute la région. Dole, Belfort, Montbéliard, Besançon, Dijon, la première semaine. La deuxième semaine, on a été à Mâcon, on a été à Châlons, on a été à Dijon, on est retourné à Besançon. Voilà, donc on a fait un beau petit circuit, pas mal de kilomètres, et on avait la chance la première année d'avoir le beau camping-car de la campagne bruyante. Je vais à la diapo suivante. Alors, les outils du road trip, donc les TROD, bien sûr, le fibroscan, parce qu'on a la chance d'avoir un fibroscan, et le gène expert qu'on louait donc à la société CFED pour les 15 jours du road trip. Bon, là, il faut préciser quand même qu'on a fait tous des formations, les formations TROD, ça bien sûr, mais après, il y a EcoSens qui nous a fait 2 formations pour nous montrer comment utiliser au mieux le fibroscan, et CFED, pareil aussi, on a quelqu'un de chez CFED qui vient nous expliquer le fonctionnement. Ce n'est pas très difficile à faire fonctionner un gène expert, mais bon, il faut quand même faire les choses bien dans l'ordre et pas se tromper. Voilà, diapo suivante. Alors voilà, résultat du premier road trip. Alors, le premier road trip, on était vraiment les premiers surpris, quoi, parce qu'on a rencontré donc 114 usagers, à peu près 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Donc, 108 TROD. Donc, on a fait des TROD, 108 TROD. Donc, sur les 108 TROD, on a eu 15 TROD positifs. Donc, de là, quand TROD est positif, on propose évidemment une recherche de virus par le gène expert. Donc, 3 personnes ont refusé, sont parties parce qu'ils n'avaient pas envie d'attendre une autre, c'est surtout la raison principale. 4 avaient un résultat négatif, donc c'était des guérisons spontanées. Et on en a eu 8 avec présence d'hépatite C. Voilà. Et sur la partie basse du schéma, donc ceux qui connaissaient leur sérologie VHC, donc étaient positifs, certains se croyaient guéris,
Donc là, évidemment, le 3 ne sert à rien, donc on est passé directement au gène expert. Donc sur ces 6, donc 2 étaient positifs, 2 s'étaient recontaminés et 2 dont on a pu confirmer les guérisons. Alors sur tout ce beau petit monde-là, tout le monde avait un fibroscan inférieur à 2, donc toutes les porteurs de l'hépatite C étaient éligibles au traitement. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Le deuxième road trip, pareil. Alors là, je n'ai pas mis le nom, mais c'est à peu près la même chose. On est toujours sur une centaine de personnes sur 15 jours. Vous voyez, là, on était à peu près pareil. On avait 9% d'hépatite C, 3% de guérison et 1% de guérison spontanée. Bien la diapo suivante. Alors, si on fait le cumul des 3 road trips, bon, aujourd'hui, on a fait 4 road trips, mais quand j'ai fait ce diaporama, on n'avait pas encore enregistré les résultats du dernier road trip. Donc, sur les 3 road trips, on a vu au total 317 usagers de drogue. Donc, je vais vous la faire courte. Donc, au total, on a 32 VHC positifs. Donc, ça fait quand même un pourcentage de 8,2%. Donc, je vous la diapo suivante, finalement. Voilà, comme ça, vous avez le détail année par année. Donc, 2019, 108 usagers testés, 12 avec ARN positif, plus 2 guérisons confirmées, 2 recontaminations. En 2020, 112 patients testés, 10 avaient une hépatite C. On a confirmé 5 guérisons et là, il y avait 0 recontamination. Et en 2021, alors là, c'était un peu plus compliqué parce que c'était pendant le confinement qu'on a fait ce road trip. Donc, les usagers venaient sur rendez-vous, c'était beaucoup plus difficile, ce n'était pas la même ambiance, quoi. Donc, on en a vu quand même 93. Là, on a dépisté 3 hépatites C. Par contre, là, on a confirmé pas mal de guérisons et 0 recontamination. Et une personne en échec de traitement qui est partie sur une RCP, donc qui va être retraitée différemment. Voilà, donc la spécificité du road trip. Donc la spécificité, c'est qu'on est tous des pairs, donc l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté. Pour certains usagers de drogue, pour d'autres non. Pour certains guéris de leur hépatite C, pour d'autres non. On a parmi nos bénévoles, on a la chance d'avoir 2 infirmières, donc on a Noël qui doit être dans la salle. Et puis, on a Véronique qui est aussi l'infirmière de ETP du CHU Dijon. Donc, ça, c'est quand même bien d'avoir parmi les bénévoles du personnel de santé. Et puis, on a les médecins qui sont toujours disponibles quand on leur demande un service. Donc, je voudrais particulièrement remercier Solange Bresson qui vient nous aider ponctuellement. Et puis, évidemment, Pascal qui est toujours disponible quand on a besoin de lui pour une consultation à distance, une téléconsultation, ou s'il n'y a pas de médecin dans la structure pour pouvoir prescrire le traitement. Alors, voilà, l'unité de lieu, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on n'a pas le droit de passer nos frontières, mais bon, ça va, on a du boulot, la région est grande, il y a beaucoup de structures, on n'a pas encore tout fait. On fait toujours les road trips sur 15 jours, et les 15 jours, c'est un bon rythme quand même, parce qu'on a terminé, on est quand même bien fatigué. Ambulatoire, évidemment, on est obligé parce qu'on va dans les structures, on ne peut pas faire ces dépistages à notre local, donc c'est nous qui nous déplaçons. Voilà, et puis on a été reconnus, on est assez fiers parce que cette année, on a eu 5 posters, donc à la FEF, à la THS et même à la SFD 2021. Je veux bien la diapo suivante. Alors ça, c'était juste pour vous montrer Lucien, c'est notre petit chouchou qu'on voit chaque année à Soléa à Besançon. Je veux bien la diapo suivante, c'est génial. Voilà, donc on en a profité aussi, quand on fait les road trips, on en profite aussi pour essayer d'analyser un petit peu les résultats. Alors, soit avec les questionnaires préalables au TROD, parce que vous savez qu'avant de faire un TROD à quelqu'un, on leur pose évidemment quelques questions pour savoir s'ils connaissent leur statut, savoir s'ils sont vaccinés, etc. Et du coup, on s'est aperçu que quand on leur demande s'ils sont vaccinés contre l'hépatite B, et bien sur 325 personnes, on en a 141 qui ne savent pas. 37 qui ne sont pas vaccinés. Et après, bon, quand même 135 qui se disent vaccinés. Alors évidemment, c'est du déclaratif, on ne peut pas vérifier. Mais bon, ça donne quand même une image de... Voilà, je pense qu'il y a peut-être du travail à faire au niveau de la vaccination et hépatite B dans ces populations. Et je veux bien la diapo suivante.
Et ça, c'est une enquête qu'on nous a demandé de faire un de nos sponsors à Vie, pour ne pas le citer. Alors, donc, la question, c'était qu'il y avait tout un questionnaire. Mais c'est surtout la première question qui nous a interpellés parce que aujourd'hui, si on vous annonçait que vous êtes porteur d'une hépatite C, quel serait votre état d'esprit? Et on s'aperçoit quand même que sur 93 répondants, parce que l'enquête, on l'a faite uniquement sur le dernier retrait, enfin, sur les 2 derniers retraits. On ne l'avait pas sur les 2 premiers, c'est pour ça qu'on a moins de répondants. Et bien, il y en a quand même 40 qui répondent oui, qui seraient inquiets, 11 qui seraient paniqués. Donc, on peut voir qu'on a plus de 50% quand même des usagers de drogue. Aujourd'hui, si on leur annonce une hépatite C, ils ne sont pas particulièrement rassurés. Et donc, ils ne sont pas tellement au courant des nouveaux traitements, de la facilité, de la guérison, du peu d'effets secondaires. Donc, on a trouvé que c'était assez curieux d'avoir cette réponse. Voilà. Diapo suivante. Voilà, donc la conclusion. Moi, je pense que le road trip mené par des pairs, c'est un formidable outil, mais on a vraiment besoin des soignants. Donc, je ne fais que dire souvent, c'est que je trouve que l'alchimie parfaite, c'est vraiment les pairs et les soignants. Parce que nous, on ne peut rien faire sans les soignants. Et je pense que les soignants ont besoin de nous aussi, parce qu'on s'aperçoit bien quand même que le dépistage par les pairs, c'est quand même vraiment dans l'air du temps. On a vu l'étude ICONE d'Hélène Donadieu à la FEF. Ils ont pris des pairs actifs et ils les ont envoyés chercher d'autres usagers de drogue pour les dépister sous forme de bons en les rémunérant et ça a très très bien fonctionné. Donc, je ne sais pas, tout reste à inventer. Nous, on s'aperçoit aussi ce qui est important, c'est pas seulement de dépister des hépatites C, mais grâce au FibroScan, on a quand même pu orienter des gens sur des services hépato parce qu'ils avaient des FibroScan quand même assez élevés, donc on pouvait suspecter les cirrhoses. Les confirmations de guérison, c'est important aussi parce que c'est des gens qui font leur traitement, mais ensuite ils ne vont pas faire une prise de sang pour vérifier s'ils sont guéris. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, merci. Y a-t-il des questions dans la salle ou en distanciel? Je ne sais pas si M. Yazdan est encore avec nous. Oui. Ah ben super, on peut donc interpeller M. Yazdan. Oui, bonjour. J'ai une question pour Juliette. Donc c'est bien, c'est un bel outil, le road trip. Du coup, on voit que ça fonctionne bien. Du coup, vous avez formé les professionnels des structures dans lesquelles vous passez pour identifier après le parcours de soins qui a été mis en place. C'est un petit peu là où ça pêche un peu, c'est que c'est vrai qu'ils partent en traitement, mais après, on a du mal à avoir le suivi, à savoir si les traitements sont faits correctement. On s'est aperçu que dans certaines structures, je ne veux pas dire du mal, hein, il y en a qui sont parfaites, mais il y en a d'autres, on s'aperçoit que c'est vrai que c'est un petit peu le truc qui nous manque. Quoi, mais c'est difficile parce qu'on ne peut pas se poser en donneur de son non plus. Nous, on les aide au dépistage, ensuite, ils ont l'ordonnance pour le traitement. Après, on ne peut pas dire, vous savez, on va vous appeler régulièrement pour vérifier que la personne prend bien ce traitement. On ne voudrait pas non plus faire de l'ingérence. On ne fait pas non plus, par exemple, on fait attention de ne pas faire de la RDR en disant oui, faites attention, n'échangez pas le matériel, etc. Parce qu'on n'a pas envie que les structures ensuite disent mais ils se prennent pour qui, ceux-là, c'est pas leur travail. Donc, on reste vraiment à notre place. Nous, c'est une aide au dépistage. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu la chose qui nous frustre de ne pas savoir exactement. Alors, pour certains, on sait. Hein. On a des nouvelles quand on retourne dans les structures, on dit celui-ci est guéri, celui-ci est mort, celui-ci est en prison. Enfin, bon, voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour certains, on n'arrive pas à avoir les résultats. Justement, c'est un petit peu ce qui manque dans le diaporama, de dire au final, sur tant de personnes dépistées, il y en a tant de guéris. C'est ce qui nous manque. Je suis d'accord. Et le dépistage, c'est de la RDA. Comment? Le dépistage, c'est déjà de la RDA. Puisqu'en dépistant, on va potentiellement dire aux gens, voilà, vous êtes contaminés et ils vont essayer de ne pas recontaminer d'autres personnes. Donc, on est déjà dans la réduction de risque. Il ne faut pas avoir peur de dire que vous faites de la réduction de risque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on fait attention aux termes qu'on emploie parce qu'on n'a pas envie qu'ils se disent ensuite, on ne veut plus les voir. Par contre, une petite chose quand même que je voulais ajouter, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des CAPA où on avait passé plusieurs fois, des carrières aussi, et on voit bien sur les derniers retraits qu'on dépiste moins quand même. Et
parce que certains, ils ont quand même une file active assez fidèle, c'est toujours les mêmes qui viennent. Donc, par exemple, à Nevers, cette année, comme on voyait qu'on avait personne qui venait au Carude, on a quelqu'un de l'équipe qui habite à Nevers et qui connaît bien les structures, les foyers, les précaires, etc. Elle est partie carrément en maraude et elle nous a ramené 7 personnes à dépister. Sinon, on n'aurait vu personne. Donc, je pense qu'on va faire évoluer le road trip. On va faire autrement maintenant. On va peut-être davantage aller en maraude. Après, on continuera à aller dans les structures où on sait qu'ils nous font venir toujours plein de gens et on sait que, voilà, par exemple, chez Soléa, Besançon, ils sont frontaliers, donc on ne voit jamais les mêmes gens. On voit beaucoup de Georgiens, on voit des gens comme ça. Donc là, on continuera. Mais je pense que dans certaines villes, il faudra peut-être qu'on réfléchisse autrement. J'ai une deuxième question. Est-ce que ça donne envie aux structures de dépister quand ils voient dépister facilement, en fait, tous leurs usagers? Est-ce que c'est un effet booster d'une certaine façon? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que oui, ça dépend des structures. Pour certaines, oui. Pour d'autres, on voit bien que c'est vrai qu'il y a des structures où ils ont été formés au trône. Donc, nous, quand on arrive avec le road trip, on dit si vous voulez, faites-les les trônes. Ouais, bon, on ne tient pas plus que ça. Voilà. Donc, mais ils ne sont pas tous comme ça. Je veux dire, il y en a qui font un boulot vachement bien et tout. Mais parfois, on se dit, voilà, ce n'est pas forcément un booster. Moi, ce que j'ai pu voir, que je les accompagne les fois où j'ai pu aller sur site avec vous, j'ai vraiment l'impression que la différence, c'est quand il y a un référent hépatite C. Quand on arrive dans une structure où c'est le boulot, ils ont été formés, ils savent que c'est dans leur budget, c'est dans leur obligation de faire, c'est le boulot de tout le monde, et du coup, c'est le boulot de personne, tout le monde n'a pas le boulot, et c'est, voilà. Si à un moment, on passe dans une structure où il y a un référent hépatite C qui est parfois le médecin, mais qui peut être l'infirmière ou un travailleur social, à un moment, on a une personne qui est repérée et qui, lui, va pouvoir s'approprier ce qu'on fait auprès des autres. Vous voyez que c'est important, il y en a, etc. Et je crois que c'est, une des conclusions que moi je vois pour être passé, c'est probablement qu'il ne faut pas hésiter d'avoir comme info de dire que les structures doivent nommer un référent hépatite C et pour beaucoup, pas forcément avec un médecin ou un soignant, mais qui est une personne qui a un monsieur hépatite C, comme ils ont un monsieur, quelqu'un RDR. Quoi. Ça, je crois que c'est vraiment un grand message. Et après, pour donner un exemple, par exemple, c'est très bien l'accès au traitement, que tout médecin puisse prescrire un traitement quand il n'y a pas de comorbidité, etc. Mais il y a du bien et du moins bien, parce qu'on s'aperçoit que dans une structure, on avait dépisté quelqu'un, justement, il n'y avait pas de médecin ce jour-là. Donc, nous, on dit, si vous voulez, on appelle Pascal, on lui fait une téléconsultation, et puis éventuellement, il peut prescrire le traitement. Il avait une fibrose de faible, il était à 5,5 au fibroscan, je crois. Et du coup, l'infirmière me dit ah ben non, parce que le médecin, il est en arrêt maladie, mais il rentre la semaine prochaine, donc c'est lui qui va le prendre en charge. Donc moi, la semaine prochaine, un peu par curiosité, puis parce que le patient était sympa et tout, j'appelle, je dis alors, il est en traitement et tout. Ah ben non, le médecin, il veut d'abord lui faire des examens complémentaires et tout. Et on s'aperçoit que ce genre de patient, en plus, c'était un peu, voilà, il était un peu quand même pas mal barré. Donc je me dis, celui-là, si on lui donnait le traitement tout de suite, il était prêt à le faire. Il était vraiment d'accord. Nous, on avait réussi à le convaincre en lui disant, on était avec Laurence, la présidente de l'association, on avait toutes les deux une hépatite C. Donc, on lui a dit, je te promets, les traitements, ça passe crème, ça ne dure pas longtemps et tu seras guéri, et tu seras sans doute moins fatigué. Il était vraiment d'accord. Il n'a pas rattrapé, là, il est parti et je pense qu'il n'a toujours pas fait le traitement. Donc, c'est un peu dommage quand même. Donc, le médecin de la structure, il n'a pas voulu prendre le risque de le mettre en traitement sans lui faire d'abord X examens. Alors qu'il aurait très bien pu partir au traitement. Il aurait déjà eu une hépatite C en moins par rapport à toutes ces autres pathologies. J'ai juste une question pour Yazdan qui fait le lien justement avec ce que vous avez présenté. Yazdan, votre collègue est-ce que tu penses que la NRS peut financer ce genre d'expérimentation de road trip, à ton avis? Ça peut rentrer dans des choses des financements de la NRS, ça? Parce que comment on peut arriver à généraliser ou étudier un peu mieux si ces unités mobiles, finalement, sont des boosters dans l'activité de dépistage potentiel? Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où il y a une question de recherche, il faut qu'il y ait une question de recherche. Mais à partir du moment où il y a une question de recherche, on peut financer, et je l'ai dit, et je le redis, je pense que la recherche communautaire doit être financée. Oui, c'est extrêmement important que la recherche communautaire soit présentée. Donc, et il y a de très bons sujets de recherche communautaire. Je pense qu'effectivement, c'est une vraie question, comment dépister mieux.
et tout dispositif qui permet de booster, comme tu dis, le dépistage peut être financé à partir du moment où il y a une question de recherche malgré tout. Alors, Pascal, déjà, il y a ça, j'ai envie de te poser une question. Dans le travail qui a été fait par l'équipe de la Bourgogne, là, on voit le frein dans ces populations particulières, pour ne pas dire précaires, encore sur le vaccin de l'hépatite B. Est-ce qu'aujourd'hui, la NRS, sur la question de l'accès à la vaccination de l'hépatite B, s'approprie cette thématique pour réfléchir sur quels sont les freins à la vaccination, tant en France que peut-être à l'étranger, et comment on peut améliorer le parcours? Parce que quand j'entends parcours de soins, j'entends aussi dans ma tête parcours de vaccination. Et là, on voit bien que les parcours de soins sont compliqués, mais on a tendance aujourd'hui, dans nos structures addicto, à oublier aussi ce parcours de vaccination. Est-ce que tu crois que c'est des choses, est-ce que c'est des choses sur lesquelles la NRS bosse? Je sais historiquement que la NRS avait mis dans la boucle des anthropologues, des sociologues dans les premières années du VIH. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les freins à la vaccination B, on va refaire la même chose? Est-ce qu'on vous sollicite là-dessus? Oui, oui. Encore une fois, la prévention de l'hépatite B, je l'ai mis, c'est une thématique importante. Et donc, à partir du moment où la prévention de l'hépatite B, c'est une thématique importante, la vaccination de l'hépatite B, c'est une thématique importante. Et du coup, oui, absolument. Et je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est l'organisation de soins, le parcours de soins, tout ce qui est la recherche d'implémentation autour des vaccins. Il y a une question dans la salle. Alors, en fait, ceci est devenu, je suis médiateur à la fédération. Quand je vois les titres, l'hépatite C, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense qu'il reste encore beaucoup, parce que quand j'ai vu les présentations, c'est comme on est en train d'arriver au bout du tunnel. Et je me suis posé la question, avec la migration, avec les plaçages, avec les sorties et les rentrées, est-ce que vous pensez que Yazdan a parlé un peu qu'il faudra travailler avec les pays du Sud, Nord-Sud, mais si on ne prend pas la lutte sous une forme globale mondiale, est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne pourra jamais pouvoir éliminer le virus de l'hépatite C en France ou en Europe? Mais de toutes les façons, je l'ai dit et je suis complètement d'accord, il faut prendre le problématique dans son ensemble, c'est sûr. Ouais. Et il faut absolument qu'on travaille plus avec les pays du Sud. Bon, après, est-ce que la France tout seul peut arrêter l'épidémie et éradiquer l'hépatite C? Si on ne va pas dans les pays du Sud, c'est beaucoup plus difficile, oui, bien sûr. Je suis d'accord. Et je pense qu'il faut qu'on ait une approche globale, comme pour la COVID, comme pour le VIH. Il faut, dans les maladies infectieuses qui sont transmissibles, il faut une approche globale. Une approche nationaliste de la recherche ne suffit pas. Merci Yazdan, et puis on rappellera que l'OMS nous a fixé comme objectif l'éradication, enfin le contrôle de l'hépatite B et de l'hépatite C pour 2030. Et il y a une question. Peut-être une question de Denis. Denis, vous avez la parole. Je ne sais pas si non, a priori, votre main a disparu. On avait Michel Bonjour Michel Bonjour qui demandait s'il y avait une limite à dépasser la zone de la Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l'expérience du road trip. Le problème, on ne va pas aller sur les régions, il y a des associations régionales, parce que ce n'est pas notre territoire, et en plus de ça, c'est quand même, on est des militants bénévoles, donc déjà 2 road trips par an, c'est 1 mois. Moi, je veux bien travailler bénévolement, mais il y a un moment quand même, voilà, il faut aussi un petit peu gagner de l'argent quand même. Donc oui, pourquoi pas, mais on ne peut pas faire que ça non plus. Merci. Je peux parler? Allô? Oui, Denis, vous avez la parole. Oui, merci. Bonjour. Bravo à tout ce que vous avez fait dans le cadre de Road Trip. Moi, je voulais rebondir sur, comme vous l'avez dit, nous, de façon, on a pris l'exemple un peu de Road Trip pour faire chez nous, dans 3 Carrus Sapa, in situ,
les PCR rapides sous la forme de CEFED, avec un protocole de recherche pluriannuel qui était celui d'évaluer l'incidence annuelle de la PCR-C chez des usagers de drogue. Alors, 119 patients, on a eu 20 PCR positifs, 12 ont été traités et 8 n'ont pas été traités, 4 parce qu'ils n'avaient pas les droits sociaux. Je me suis retourné vers Hélène qui a eu 7 dans ICON, 7 malades qui n'ont pas pu être traités à cause de l'absence de droits sociaux. Donc là, on peut poser un problème plus global. Si on veut éliminer, il faut absolument traiter les patients que l'on dépiste en PCR et si possible dans la journée. Et si on n'a pas des droits sociaux pour ces patients, on ne peut pas les traiter. Donc, il faut probablement une action générale, plus globale, dans le cadre de l'élimination, pour tenter d'obtenir le traitement de tous, juste et compris des sujets qui n'ont pas les droits sociaux. Parce que sans ça, on n'arrive jamais à l'élimination. Et ça rejoint un peu le problème des hôpitaux psychiatriques où l'autorisation n'est pas de traiter les malades hospitalisés. Donc, ça fait partie, à mon avis, d'une revendication forte que j'ai mis là et d'une réflexion parce que tous les CARUXAPA ont des malades qui vont dépister pour l'hépatite C avec des tests sophistiqués, ils seront positifs et après, 20% des malades n'ont pas les droits sociaux et impossibilité de les traiter avant 6 ou 7 mois, ce qui est incroyable. Donc voilà, je pose le problème et j'espère qu'il y aura une réflexion nationale là-dessus. Alors, Denis, ce que tu réponds, tu nous réinterpelles sur l'universalité de l'accès au traitement, au moins en France. Et ce que je te répondrais en tant que président de l'association hépatite, c'est que à population particulière, on comprend bien maintenant que les problèmes sont particuliers. C'est-à-dire que l'accès au traitement en prison, je vais prendre cet exemple-là, on a compris qu'il y avait un problème particulier pour l'accès au traitement en prison et on a pu lever les freins de l'accès au traitement en prison. On bloque, tu l'as dit, en psychiatrie sur des patients qui sont hospitalisés longtemps pour des problèmes d'enveloppe budgétaire, etc. Et on est en train d'y travailler avec toi et avec d'autres personnes sur comment on peut, et on a interpellé la Direction générale de la santé, c'est comment on peut lever ce frein, puisqu'en plus, il y a un coût constant. Et probablement pour les patients précaires, migrants ou en situation irrégulière, il y a aussi d'autres freins. Donc, on n'est plus dans les années 2000 où les freins de l'accès aux soins, on réfléchissait sur la biopsie, etc. Maintenant, dans les réservoirs, il y a des réservoirs de freins aussi. Je crois qu'il y a des réservoirs de malades et il y a aussi des réservoirs de freins qu'il faut aller regarder au microscope et sur lesquels il faut qu'on bosse pour lever les freins un par un pour finir le job. Et en tout cas, merci de ton engagement local aussi. Et c'est passionnant de voir que qu'on soit médecin ou qu'on soit ex-usager, on arrive aux mêmes actions sur le terrain en faisant de la PCR in situ pour permettre un accès au traitement le plus rapide possible.